Ce balado est une initiative des producteurs et productrices acéricoles du Québec. Financé par le Créneau acéricole et le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie du Québec, en partenariat avec Financement agricole Canada. L'industrie acéricole est en pleine effervescence. Ce balado s'adresse aux passionnés qui veulent tout savoir sur l'érable. De la forêt à la table. Vous écoutez le 4e épisode de la Station acéricole. Je m'appelle Mathieu Aligny, je suis conseiller à la vie syndicale au PPAQ. Et moi, je suis Caroline Cyr, conseillère en communication au PPAQ. Au Québec, on sait faire du sirop d'érable depuis très, très longtemps. Pas besoin de chercher bien loin pour trouver quelqu'un qui a son érablière comme passe-temps. On fait du sirop d'érable et on est bien fiers d'en faire. Par contre, la sériculture s'est développée de façon exponentielle dans les dernières années. Le développement de la mise en marché collective du sirop d'érable par les PPAQ ont permis de professionnaliser la pratique et de la structurer. On produit du sirop d'érable depuis plus de 200 ans. Mais l'industrie, elle, est jeune. Et comme le côté traditionnel flirte avec le côté industriel, les acériculteurs et acéricultrices bénéficient de nouvelles informations au sujet de l'érable. On connaît mieux nos forêts, ce qui les rend fertiles, et on améliore les pratiques pour récolter l'eau d'érable. On peut même gérer une érablière du bout du doigt sur son téléphone. Mais malgré ça, il y a certains mythes qui persistent, un peu comme des superstitions. Mais est-ce que c'est vrai? Par exemple, plusieurs pensent qu'il ne faut pas entailler les érables du côté nord parce qu'il fait plus froid et donc ça coulera moins. Pour en avoir le cœur net, on a demandé à Tim Rademacher, chercheur au Centre Acer et professeur associé à l'Institut des sciences de la forêt tempérée de l'Université du Québec en Outaouais. On a fait des études où on a regardé est-ce que ça fait une différence si j'entaille à une direction spécifique? Parce qu'il y avait certainement une perception que ça coulerait moins dans certaines régions au nord. Souvent, c'est des gens plus du lac Saint-Jean, un peu plus du nord du Québec qui avaient cette préoccupation. Et on s'est rendu compte que non, ça ne fait pas de différence en termes de volume et en termes de volume d'eau, de sève qui sort, et en termes de teneur en sucre, la concentration en sucre. C'est sûr que ça peut changer un peu quand ça coule. Ça se peut que ça décale un peu parce que la côté nord se réchauffe un peu moins vite parce qu'il n'y a pas de soleil. Ça se peut que ça coule un peu plus tard, dans la saison et possiblement dans la journée. C'est des choses qu'on n'a pas encore fait des études très exactes dessus, fait que c'est peut-être encore à explorer, mais on sait qu'à travers la saison, en termes de rendement, ça ne change rien. Et ça, c'est quand même bien de savoir, parce que si on se limite seulement sur la côté sud de l'arbre, on fait beaucoup de blessures d'un côté et ça devient difficile d'entailler de façon durable. Mais si on peut faire tout le tour et on n'a pas de pénalité sur notre récolte, ça augmente la surface qu'on peut utiliser pour espacer les entailles d'une année à l'autre. Fait que c'est vraiment important, en fait, qu'on entaille aussi au nord. La chose la plus importante, c'est peut-être essayer d'avoir un patron d'entaillage pour un entaillage durable. Quand je fais une entaille, je crée une blessure à l'arbre. Et cette blessure, elle peut fusionner avec d'autres blessures et elle peut devenir grave, mais seulement dans certaines circonstances. Et on veut éviter ça. Pour éviter ça, il faut espacer les entailles d'une certaine manière. Un patron d'entaillage, c'est justement ça. C'est un système pour essayer de s'assurer qu'il y a assez d'espace entre les entailles d'une année à l'autre. À l'intérieur de l'arbre, il y a un réseau de vaisseaux. Et c'est un peu l'infrastructure, c'est comme la plomberie de l'arbre. Et c'est partout dans l'arbre et c'est très interconnecté. Toutes les conduites sont connectées l'un à l'autre. L'érable est vraiment interconnecté par rapport à d'autres espèces, par exemple le chêne, où c'est un peu moins le cas. Ça fait que peu importe où je perce mon trou, je vais avoir accès à tout le réseau. Et c'est peu importe si je le fais au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, autant que je me plug dans ce réseau d'un côté en autre, je peux accéder au réseau.
Cette sectionnalité pourrait être différente pour certaines d'autres espèces, mais pour l'érable, il y a vraiment cet effet d'être très bien lié dans toutes les conduites d'eau. C'est vrai qu'il y a quand même une bonne différence de température entre le côté nord et le côté sud. C'est pas si bête de penser que c'est préférable pour améliorer une coulée d'entailler au côté sud. Mais ce qu'on ressent à l'extérieur de l'arbre, ça n'a rien à voir avec ce qui se passe réellement à l'intérieur. L'origine du mythe, c'est causé par le soleil. Le soleil, au Québec, ça passe dans le sud, ça réchauffe l'arbre au sud. Ça veut dire que quand on regarde l'arboriculture qui est dépendante du gel-dégel, cet réchauffement additionnel pourrait faire une différence de comment ça coule et combien ça coule. Pourtant, si on regarde vraiment la propagation de température, à quel point ça se réchauffe dans un arbre, on voit que la différence à l'intérieur de l'arbre est vraiment minime. Oui, à la surface, il y a quand même une grosse différence parce que tu es dans l'ombre, mais ça ne fait pas de différence à l'intérieur de l'arbre, une très petite différence. Pourtant, ça fait une différence à l'extérieur. Et ça pourrait quand même avoir des conséquences et des impacts qu'on n'a pas encore étudiés. C'est sûr que si mon chalumeau est au nord, à l'ombre, et il est moins chaud, ça se peut que ça limite la contamination microbienne puis la croissance microbienne. Et ça pourrait avoir des impacts sur la composition de sève, éventuellement, et sur la transformation, et peut-être même sur le goût du sirop. Fait qu'il y a encore des sujets comme ça qu'on n'a pas étudiés, et ça pourrait avoir un impact. Nous, on est intéressés dans la quantité de sève et la quantité de sucre qu'on va enlever à l'arbre. C'est ça qui détermine notre profit, en fin de compte. Et il n'y a pas de différence, peu importe d'où j'en taille. Et comme la saison des sucres est courte, on sait que les producteurs tentent de faire le maximum de ce qu'ils peuvent pour que la production soit bonne. Dans une année, on a seulement 5 semaines pour récolter le fruit de nos efforts de plusieurs mois. La marge d'erreur est pratiquement inexistante. La forêt, c'est un des premiers éléments de la chaîne. C'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Il faut comprendre la biodiversité de la forêt et tout mettre en place pour favoriser la croissance et la santé des érablières. Au Québec, il y a beaucoup de sapins dans nos forêts. Et les sapins sont souvent les mal-aimés des producteurs. Parce qu'ils créent de l'ombre, on pense qu'ils peuvent nuire à la coulée. Est-ce que c'est vrai, ce deuxième mythe? On a demandé à l'ingénieur forestier Michael Clich. Le sapin, il y a beaucoup de producteurs là, qui l'ont pris en grippe, là, le sapin baumier, pour plein de raisons. C'est évident que le sapin, souvent, il a tendance à pousser de manière très, très dense en forêt. Puis quand il pousse de manière très, très dense au-dessus de la tublure, ben, il va empêcher les rayons de soleil de venir réchauffer la tublure, ce qui va occasionner, en début de journée, un retardement du dégel, puis des fois un gel précoce en fin de journée. Fait qu'en bout de ligne, les producteurs, ils associent le sapin au gel, puis le gel, ben lui, on l'associe à une diminution de rendement, c'est-à-dire une diminution de la période de la journée au cours de laquelle il peut avoir coulé. Si on arrêtait ça ici, je pense qu'il y en a quelques-uns qui ne tarderaient pas à éliminer tous les sapins. Mais c'est pas si simple que ça. Puis ça, c'est quelque chose qu'on observe partout dans les érablières du Québec. On a des forêts qui sont de plus en plus monospécifiques, qui viennent aussi avec leur lot de problèmes. Diversifier la forêt autant avec du sapin, mais il y a d'autres essences, du peuplier, du bouleau jaune, du hêtre, du tilleul. Il y a un paquet d'espèces plus ou moins bien aimées, mais c'est important d'en garder là, pour des raisons écologiques malgré tout. Donc moi, ce que je recommande souvent aux producteurs, c'est si tu trouves que le sapin te nuit, tu peux te permettre de l'éclaircir, mais on ne cherchera jamais à l'éliminer complètement. C'est toujours plus facile à gérer un sapin que du framboisier, de la fougère, ou toutes sortes de plantes qui ont un caractère envahissant beaucoup plus prononcé là, que le sapin. L'autre chose, c'est que si tu as juste du sapin qui pousse dans ton érablière et il n'y a pas d'autres essences, peut-être que ton site n'est pas tout à fait adéquat pour les érables, que ce soit parce qu'il y a eu une diminution on va dire, du calcium dans le sol ou du pH avec les pluies acides des années, on va dire, 60 à 90. Si les conditions sont plus bonnes et qu'il y a juste du sapin qui pousse, ben peut-être qu'il y a une intervention autre à faire que de tout couper le sapin, parce que peut-être qu'en coupant le sapin, on ne fera pas pousser des érables pour autant. C'est certain qu'une érablière diversifiée, c'est une érablière qui est plus résiliente. Bon, diversifier, la question, c'est toujours à quel point... j'entends toujours les producteurs me dire « Michael, un sapin à la place d'un érable ou un bouleau jaune à la place d'un érable, c'est 10 $ par année que j'aurais pu. » Puis c'est vrai. C'est vrai qu'on a un attachement au rendement, c'est évident. Là, c'est notre gagne-pain. Par contre, on voit de plus en plus là, dans les dernières années des phénomènes
qui sont un petit peu anormaux. Là. On a vu, de mémoire, c'est en 2018, une longue sécheresse durant l'été. Ces éléments-là qui arrivent dans nos érablières, c'est avant tout des stress. Chaque espèce d'arbre est spécialisée pour performer dans certaines conditions, que ce soit par son système racinaire, que ce soit par sa capacité à faire de la photosynthèse avec peu d'eau, avec beaucoup d'eau. Ils ont toutes des adaptations qui leur permettent d'être, on va dire, très performants dans une plage de température, humidité au sol, etc. Les propos de nos experts soulèvent une grande question à mes yeux. Qui est responsable de prendre soin de la forêt? Ça profite à tous les citoyens d'avoir des forêts en santé. Mais qui doit en payer le prix? C'est une réflexion à méditer, ça c'est sûr. Le dernier mythe qu'on souhaite examiner, c'est la question du double entaillage. La croyance veut que de faire 2 entailles dans un érable permettrait de récolter 2 fois plus d'eau d'érable. Mais est-ce que c'est bien vrai? On a demandé à Tim Rademacher. La réponse est non. Oui, je récolte plus d'eau, je récolte plus de sève, mais pas 2 fois plus. Et c'est quand même assez facile à expliquer pourquoi. Parce qu'il y a une ressource à l'intérieur de l'arbre, l'eau et le sucre. Et l'entaille, c'est pour extraire cette ressource. Maintenant, si je fais une entaille, j'ai accès à une certaine quantité de cette ressource. Et la question se pose un peu, est-ce que cet entrou, c'est assez pour accéder à toute la ressource? Pour des petits arbres, oui, je peux accéder à toute la ressource. Fait que quand je fais un deuxième trou, tout ce que je fais, c'est ajouter une blessure sans accéder plus de ressources parce que déjà, j'avais accès à tout. Quand j'ai un très grand arbre, ça peut devenir le cas que j'ai pas accès à toute la ressource. Pourtant, si on fait des études, des arbres, et là on parle des arbres de 40, 50, 60 cm, j'ai peut-être pas accès à 100% de la ressource, mais si je fais une deuxième entaille, je double pas, j'augmente mon rendement de 10, 20, peut-être 30%. En fait, ça dépend de la grandeur de l'arbre. Et c'est quand même important de considérer ça parce que en même temps, on double la blessure. Et cette blessure, c'est quelque chose qui peut être limitant pour la durabilité long terme. Si chaque année, je crée le double de volume de surface de bois qui est compartimenté, ça peut créer des problèmes long terme. C'est pas à dire que ça vaut pas la peine des fois économiquement parce que là, j'ai dit c'est pas le double de l'eau, mais c'est peut-être 10, 20, 30% de plus. 10, 20, 30% de plus de sirop dans une saison, ça peut valoir la peine. C'est quand même 10, 30% de plus de profit. Mais il faut être conscient que c'est vraiment une question de grandeur d'arbre. Et dans le passé, j'ai vu des choses, j'ai vu en image hier, il y avait 4 entailles sur un arbre que j'aurais mis une seule. Et c'est un acériculteur qui va possiblement à la retraite dans pas long, puis il voulait tirer le plus d'eau possible. Mais tu ne reçois pas plus de sève. Tout ce que tu fais, c'est hypothéquer la santé de ton érablière. Donc, finalement, les mythes, c'est vraiment des mythes. Vous pouvez entailler du côté nord comme du côté sud, votre production n'en sera pas affectée. Surtout, ne bannissez pas les sapins de vos forêts, même si ça vous occasionne parfois des soucis. Ils sont utiles dans l'écosystème de votre érablière. Et le double entaillage, c'est pour les gros érables. Autrement, c'est contre-productif. Je réalise que, fondamentalement, la plupart des mythes existent parce qu'ils sont basés sur une grande inquiétude. Avoir la meilleure production possible, considérant que la saison de récolte est très courte. Quand on cultive une érablière, il faut garder en tête que les actions posées ont des impacts à court et à long terme, et que certaines de nos actions peuvent nuire au bout du compte. Vous avez d'autres mythes en tête? Envoyez-nous-les à la stationacéricole@gmail.com. On espère que vous aimez autant nous écouter qu'on aime vous parler. Continuez à nous envoyer vos commentaires, vos questions, vos suggestions. Ça nous stimule beaucoup pour la production des prochains épisodes qui sortiront au printemps 2024. En attendant, vous pouvez écouter les autres épisodes sur votre plateforme d'écoute préférée ou au ppaq.ca/la station acéricole. Je m'appelle Mathieu. Et moi, Caroline. Et on vous dit à très bientôt.